Bonjour tout le monde, c'est Divine. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que tout le monde est bien réveillé. Alors, pour les lève tard, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on n'est pas pressé, hein, et vous pourrez toujours nous rattraper plus tard. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau Divine de Live avec mon invité du jour, Sarah Youmi. Bonjour Sarah. Bonjour Divine. Comment vas-tu ce matin, bien réveillé? Très bien, oui, ça va, pas mal. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation. Voilà, parce que c'est pas évident, hein, c'est pas évident. On connaît l'organisation de la femme. Trouver un petit temps de pause pour participer, c'est pas vraiment évident. Donc, merci à toi. Merci à toi aussi. Alors, nous voulons bien introduire donc cette émission avec ta présentation. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi? Est-ce que tu peux te présenter en gros ton parcours de vie d'hier à aujourd'hui? Oui, alors bon, moi c'est Sarah, comme Divine l'a dit. Je suis maman de deux petits enfants métis. Je suis passionnée par beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très créative. J'aime bien toucher à beaucoup de choses. Je suis passionnée par la mixité, les différences culturelles. Pour moi, c'est vraiment une richesse. Bon, en dehors de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est mode, stylisme. J'ai suivi des cours là-dedans. Donc, j'ai commencé mes études en stylisme et puis je me suis plus orientée vers le relooking. Je suis aussi passionnée des langues. Je parle bien l'anglais, le néerlandais. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, j'étais toujours à cheval dans mes études entre aller dans la direction langue ou plutôt en direction stylisme, etc. Et donc voilà. Et donc actuellement, je travaille chez Daoust dans les ressources humaines. Pourquoi Daoust? Parce que c'est justement une entreprise qui promouvoit beaucoup la diversité et qui a des très belles valeurs euh, de promouvoir la diversité en fait au travers de son recrutement, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mhm. Et donc, voilà, en gros, c'est ça, pour pas trop parler de moi. Ah, mais aujourd'hui, on va beaucoup parler de toi, hein. Tu es C'est vrai, notre spécial guest, donc tout est voilà. centré sur toi ce matin. Alors, tu nous as beaucoup parlé dans ta présentation de diversité culturelle. Est-ce que tu as grandi dans la diversité Oui, ou c'est un monde où tu as découvert ce monde en grandissant, en évoluant dans la vie? alors oui, moi, complètement, en fait, je considère que je fais partie d'une génération multiculturelle. En fait, moi, je connais la diversité depuis la crèche, depuis ma maternelle, enfin depuis l'école, depuis toujours en fait. Pour moi, j'ai pas connu d'époque euh, qui n'était pas, allez, comment dire, où chacun était chez soi, etc. Non, j'ai pas du tout connu ça. Moi, depuis la crèche, depuis la maternelle, j'ai toujours été entourée d'enfants des quatre coins du monde, donc d'Européens, d'Asiatiques, d'Africains, de Latinos, enfin vraiment toutes les cultures. Mhm. Et moi, ça m'a toujours beaucoup plu. Et bizarrement, j'ai toujours senti que, comment dire, c'était une richesse. Enfin, pas bizarrement, j'essaye d'expliquer. Je sentais que c'était comme faite pour vivre dans un milieu comme ça. Et à la limite, c'est bizarre à dire, mais je me sens pas bien dans un milieu qui est pas assez multiculturel d'ailleurs. Parce que Mhm. Mhm. c'est mon repère en fait. Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant, j'ai toujours vu cette différence de culture. Et donc, je suis presque moins à l'aise dans des milieux où il n'y a pas cette mixité en fait. Oui, donc finalement, la diversité culturelle, comme tu l'as dit, de par ton enfance, c'est quelque chose qui est normal pour toi, c'est quelque chose voilà, qui te dérange Ouais, pas, qui est normal pour toi, ouais, qui est complètement. naturel. Voilà, Mm. donc on en parle et j'insiste parce que finalement, c'est pas si naturel pour tout le monde. Cette diversité,
cette diversité, elle n'est pas si naturelle pour tout le monde, elle n'est pas non plus acceptée par tout le monde. Donc, c'est bien aussi de poser les mots sur une pensée. Voilà. Donc, tu nous as parlé donc de tes études également, ta formation de stylisme. D'où t'es venue cette passion en fait? Mais je pense que c'est ma mère qui m'a transmis ça. Ma maman, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses et qui, en fait, depuis toute petite, me parlait toujours des couleurs à porter, etc. Elle, en fait, elle avait acheté un jour le livre de la pionnière en fait du relooking, qui s'appelle Jackie Mies, qui avait écrit son livre sur la théorie des couleurs en 4 saisons, parce qu'il y a plusieurs écoles dans le domaine du relooking. Et donc, elle a en fait établi sa théorie sur base des 4 saisons, donc été, printemps, automne, hiver. Et souvent, quand elle m'achetait des vêtements, elle me disait, écoute, avec ta couleur de cheveux, avec ta couleur de peau, hein, je pense que ces couleurs t'iraient bien. Et au début, j'avais tendance à rejeter un peu ses conseils en disant, ouais, mais maman, c'est tes trucs à toi, c'est pas... Voilà. Mais en grandissant, en fait, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient vraies. Évidemment, quand on est adolescent, on cherche son style, on cherche un peu à essayer d'autres choses. Donc, c'est une Alors, période... quel était le style, quel était ton style d'ado? Ah, écoute, Est-ce qu'on peut le comparer à ton style d'aujourd'hui ou non, pas du tout. Et c'était très compliqué, je dois dire. C'était très compliqué parce que bah, j'étais à la recherche un peu hein, de moi-même, de mon identité. Donc, j'ai tout essayé. Enfin, tout, enfin, pas tout à fait. J'étais quand même sage dans ma recherche, on peut dire. Mais bon, voilà, oui, il y a eu le style, hein, quand j'avais 10 ans, c'est le style des Spice Girls, enfin, tous ces trucs-là. Et puis, il y a eu le style hip-hop aussi, tout ça. Enfin, voilà, tout ça, j'aimais bien. c'est-à-dire, est-ce que tu peux détailler un peu pour celles qui nous suivent? Parce que, bon, toi, tu parles de ton domaine, tu t'y connais, mais bon, nous, pas forcément. Est-ce que tu peux détailler un peu? Tu parles de style, voilà, style, style Spice Girl, style, si tu peux détailler un peu, qu'on puisse imaginer, quoi, qu'on puisse se visualiser la chose. Écoute, moi, voilà, quand j'étais à l'école, ma mère voulait toujours me mettre des petites cols, des petites chaussettes. L'école Claudine, là, l'école Voilà. ronde. Malgré que c'est à la mode maintenant aujourd'hui, mais à l'époque, je voulais plus en entendre parler. Et à côté de ça, j'avais ma cousine qui portait des buffalos énormes. Je me rappelle. Je t'assure, avec des tutus dans les lacets, tu vois, Aïe, aïe, aïe. avec la frange, avec les couettes. Elle avait la grâce de pouvoir se teindre les cheveux en rouge, en violet. Ma mère voulait pas du tout. Et je l'enviais un peu. Je disais, mais Aïe. elle a de la chance, elle peut se lâcher. Mais moi, c'était un peu plus compliqué. Bon, ma maman voulait pas me voir grandir trop vite. Mais finalement, ça m'est assez vite passé. Par contre, après, comme je faisais de la danse depuis mes 6 ans, j'ai fait de la danse classique jusqu'à mes 12 ans, je crois. Et puis après, je me suis orientée plus vers le jazz et le hip-hop. Et là, par contre, j'avais de très bonnes amies d'origine congolaise qui, elles, en fait, m'ont vraiment... on a tout de suite accroché et j'ai vraiment apprécié leur culture, en fait. C'est comme ça que j'ai vraiment plus découvert en profondeur la richesse de la culture africaine, donc pas que africaine, j'avais aussi des amis latinos, etc. Mais donc voilà, on aimait bien le chant. Elle faisait du chant gospel, mais on avait choisi de suivre des cours de chant aussi à l'académie. Et à côté de ça, je m'étais plus orientée dans le chant hip-hop parce que j'aimais beaucoup certaines chansons, j'aimais beaucoup le rythme. Voilà, et là j'étais à fond dedans. Je me faisais des tresses, je m'habillais vraiment dans ce style-là. Enfin, voilà. Voilà. Mais donc finalement, si on peut dire, à chaque passion que tu t'es découvert, tu as suivi une formation en fait pour ça. Parce que tu nous as parlé tu étais attiré par le stylisme, tu as suivi ta formation, tu t'es intéressé au chant, tu es entré à l'académie, la danse pareil. Donc j'ai l'impression que pour toi, à chaque passion qui t'est venue,
tu as approfondi la chose. Oui, oui, pratiquement. Je dirais que c'était d'abord un peu intuitif, et puis c'est vrai que comme l'appétit vient en mangeant, comme on dit, après j'avais envie d'aller plus loin, mais c'était avant tout une démarche personnelle, hein. Par exemple, le chant, je me souviens que oui, je faisais du chant parce que je m'étais dit ce serait bien de développer ma voix, mais j'ai appris aussi l'anglais beaucoup par le chant, parce qu'il y avait des très belles chansons et je voulais absolument comprendre la signification. Et là, Et tu allais faire des cours. non, en fait, ma Non? prof d'anglais, parce qu'il y a des gens qui me demandent où est-ce que j'ai appris l'anglais, et c'est vraiment bêtement à l'école, mais il y a des chants dont la voix de certains artistes me plaisait tellement que j'avais envie de comprendre les paroles qu'ils chantaient, et donc je traduisais, et donc ça m'arrivait d'aller chez ma prof et dire est-ce que j'ai bien compris le sens de la chanson et tout. Donc, tu vois, c'était, oui, la démarche de vouloir aller plus loin, quoi. Donc, Tu aimes bien creuser, quoi. Tu aimes bien aller dans la voilà, profondeur. En tout cas, je exactement. pense que c'est vrai, c'est une qualité, hein, c'est une qualité. Il y a tellement de choses superficielles aujourd'hui, et puis Ouais, surtout, on vit dans une société à double vitesse, ultra rapide. Donc, on ne ouais, prend pas vraiment le temps de s'asseoir dans une chose, comprendre, aller en profondeur, comprendre, acquérir des richesses, des connaissances. On ne prend pas vraiment le temps de ça. Donc, vraiment voir que voilà, il y a des femmes qui voilà, qui sont encore à la recherche de, voilà, de la connaissance et ça fait plaisir, mhm. ça fait plaisir. Donc, on continue sur ton parcours. Donc, après, bon, là, on s'est arrêté un peu aux études, voilà, les études, la formation de styliste et ensuite, comment a avancé ta vie Ben, après écoute, les donc, études? en fait, j'ai fait des études secondaires générales artistiques. Donc, j'ai touché à tout. Il y a des cours de langue, euh, voilà, un peu commercial aussi, enfin, pour donner vraiment aux jeunes la possibilité de s'orienter dans tout. Mais par après, en fait, j'ai dû faire un choix parce que l'art, c'est très vaste. Il y a Ah l'architecture, oui. il y a le Mhm, stylisme, il y a la décoration d'intérieur. Donc, c'était pas évident de faire un choix. mhm, Et donc, euh, au début, je m'étais dit, tiens, je vais me décider, je vais prendre une direction. Et je m'étais lancée dans le stylisme. Donc, j'ai commencé mes études voilà, pour être styliste modéliste. Et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais très vite, je me suis rendu compte que c'est un métier qui n'a pas beaucoup de débouchés. Et ah, oui, donc quand tu sors des études de stylisme, il faut dire ce qui est, c'est pas très évident pour tout de suite pour réaliser, trouver un emploi. voilà, vivre de ta passion. Mhm, Et c'est presque, je dirais, même une consécration de vie, parce que quand on observe les grands couturiers, les grands stylistes, mhm. ils n'ont que ça dans leur vie. Il n'y a pas Ah beaucoup de oui. place pour une vie de famille. Et moi, je me sentais, depuis le départ, je me sentais profondément euh, euh, désireuse de vouloir fonder une vie de famille plus tard. Donc, à Mhm, un moment, mhm, je me suis dit, comment j'arriverai à concilier tout ça. Et puis, euh, aussi, la chose que, allez, c'était des très bonnes études, c'était des très bons cours, mais la chose qui me plaisait un peu moins, c'est que c'était tout dans la direction du prêt-à-porter. Donc, ça veut dire délocalisation d'usines, oui. produire à moindre frais en Asie, en Inde. Et donc, c'est un système aussi qui correspondait un petit peu moins à mes valeurs, dans le Mhm, sens mhm. que on veut aussi faire Toi, tu entrer. te voyais plus comment? Tu te voyais, ton idée, c'était quoi après tes études, ouvrir ta boutique ou créer une ligne? Comment est-ce que tu voyais l'après? Ben oui, moi, mon désir, c'était, je dois dire que j'avais pas d'idée très très précise. La seule, allez, je veux dire, il y a des gens qui se disent, oui, moi, je veux euh, comment dire, je veux ouvrir ma marque de vêtements ou quelque chose comme ça. Je peux Mhm, dire que j'avais des aspirations, hein, oui, d'habiller des personnes, etc. Mais
tout de suite, je me rendais compte que si je veux avoir une vie de famille plus tard, etc., et surtout pouvoir travailler sur des personnes à partir de ce qu'ils sont et pas les faire rentrer dans un moule. Tu Mhm, vois, il y a un mhm. moment donné où je me suis dit, il faut peut-être que je revoie un petit peu mes priorités à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, je vais garder ça comme passion. J'ai suivi des cours de couture, j'ai appris à faire des patrons, j'ai appris à dessiner des vêtements, etc. Mhm. À, voilà, à maîtriser toute une série de choses. J'ai eu des cours passionnants sur l'histoire de la mode, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas faite pour vivre Que une vie enfermé dans ce milieu, en fait. oui, Tu n'es pas voilà, fait c'est pour ça. vivre enfermé dans Et ce milieu. non, et puis surtout, pour moi, ce qui était important, c'est que si je me lance dans ce milieu, c'est important que je puisse aussi garder mon identité, tu vois, parce Mhm, que mhm. tu sens que tu vas te conformer à toute une série de choses. Il y en a des bonnes, mais il y en a d'autres où j'ai l'impression de me perdre aussi un peu dans ma vision à moi, en fait, dans mes valeurs. Et donc, Mhm, mhm. je me suis dit, voilà, je vais garder ça un peu comme passion. Et après, en fait, j'ai suivi des cours de langue. Je suis retournée. Mais Voilà. c'est important ce que tu dis là parce que souvent on se retrouve dans ce cas de figure. Donc là, bon, tu as parlé de la vie de famille, on va en venir, mais je voudrais revenir sur ce point parce que souvent, voilà, on a un projet, on a une passion et on se rend compte que, voilà, après ces études, on ne peut pas, on se retrouve bloqué. On voit que le cercle est fermé, il n'y a pas Mhm. vraiment d'évolution ou d'opportunités après les études. Et souvent, on voit des étudiants qui se retrouvent tout de suite au chômage, en fait, au chômage forcé, parce qu'il n'y a pas d'ouverture par rapport aux études qu'ils ont suivies. Mais maintenant, par rapport à ça, parce que tu t'es retrouvé dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces étudiantes ou ces jeunes filles qui se retrouvent dans ce cas de figure-là? Elles ont suivi une filière par passion, par envie, par désir, et à la fin de leurs études, ben, finalement, elles se retrouvent bloquées, elles ne peuvent pas évoluer professionnellement dans ça, ben, parce qu'il y a les réalités de la vie et il y a les réalités du terrain. Qu'est-ce que tu peux leur apporter comme conseil ou encouragement? Mais en fait, ça dépend un petit peu je pense, de la personnalité de chaque personne. Moi, je dois dire qu'à un moment donné, j'ai eu des réalités aussi à assumer. Donc, j'ai dû, voilà, pour des raisons personnelles, travailler aussi et me prendre en main, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est un rêve impossible à atteindre. Ça dépend un petit peu, oui, de la personnalité de chacune, de ses objectifs qu'elle veut atteindre. Moi, je crois que ce qui peut être intéressant, c'est pour une étudiante ou un étudiant qui sort de ses études, c'est éventuellement, parce qu'il faut aussi une stabilité, il faut dire les choses qui C'est ça? sont, avant de pouvoir percer, de vivre de son métier, il faut aussi être un peu terre à terre. Alors, parfois, il y a la possibilité d'entrer, quand on a de la chance, dans des maisons de couture, etc. Mais la réalité, c'est que parfois, on est très, très mal payé quand on commence parce qu'on Mhm. prend, on prend volontiers des étudiants, mais à la limite, c'est pour être des stagiaires ou des bénévoles, Pour enfin, avoir une pas fort main-d'œuvre, quoi. rémunérés. Pour avoir une main-d'œuvre. Et donc, clairement, il vaut mieux avoir peut-être quand même une source de revenus stable à côté, quitte à ce que ça se rapproche, que ça soit dans le domaine du stylisme, par exemple, ou pas. Mais à côté de ça, en fait, développer son propre business, par exemple, ou ses propres collections, ou ses propres idées. Rien n'interdit oui, de continuer à créer ces choses personnelles à côté et par exemple de participer à des foires, à des expositions, à des Mhm. projets. Voilà. Et je pense que ça nourrit aussi toujours son identité, sa passion et voilà. Donc ça, je pense que c'est une bonne piste en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que plusieurs stylistes ou créateurs que je connais font. Ils travaillent pour d'autres maisons
Mhm. et créent parallèlement leur collection, leur marque, leur projet. Enfin, voilà. Donc finalement, on peut dire la réponse à voilà, la réponse à un blocage ou une évolution dans la vie professionnelle, finalement, c'est de créer, c'est d'entreprendre. Oui, C'est une option aussi. Ça nous pousse à entreprendre, à créer. oui, Voilà. Donc finalement, il n'y a pas, c'est que du, il y a pas que du négatif. non, Voilà. c'est vrai. On arrive donc bon à la vie de famille. Donc tu nous as parlé de ça. Donc toi, tu avais déjà, tu te projetais déjà dans cette réalité d'épouse et de mère. Alors Oui. comment est-ce que tu as concrétisé, si on peut dire, ce désir et ces projets de famille? Ben, en fait, je dirais que j'ai pas spécialement couru après, mais donc moi, en fait, si tu veux, bon, j'avais rencontré quelqu'un depuis un petit temps de par des amis, mais à l'époque, j'étais en train de travailler et de suivre mes cours de relooking justement, donc j'avais pas beaucoup de temps pour ma vie sociale. Pour moi, je devais atteindre mon objectif, je devais décrocher mon diplôme et je m'étais même dit, je préfère rencontrer cette personne après mes études que pendant, parce que soit je négligerai mes études pour cette personne, ou soit je négligerai carrément cette Wow, donc personne. tu étais Oui, très j'étais très, carré, très ouais, pragmatique. j'étais très focus. Je me suis dit, je n'ai pas le droit à l'erreur, je dois avancer. Donc voilà. Et voilà. Et pour moi, ça aurait été une continuité de mes projets, mais c'était. Allez, je veux dire, j'ai toujours rêvé de me marier, d'avoir des enfants, voilà, comme beaucoup de femmes, je pense. Mais c'était pas ça qui allait déterminer mon but dans la vie. Enfin, je me dis, à côté d'être mère, à côté d'être une future femme, j'ai aussi mes projets, j'ai aussi euh, voilà, des choses que je sens que j'ai besoin de réaliser et que je me sentirais pas épanouie si je le fais pas. Donc, c'était comme ça. Et ça s'est vraiment passé comme ça, en fait, en me Mhm. mettant ce but. C'est vraiment drôle. C'est à peine 2, 3 mois après que j'ai fini mes études, bah, cette personne que je connaissais déjà enfin, a déclaré voilà, qu'il souhaitait aller un petit peu plus loin Donc dans il a notre été patient, hein? Il a été Il a été patient. patient. Mais il faut dire que je fouillais un peu allez, enfin, quand on m'abordait, etc., quand je sentais que la relation peut passer à autre chose, j'avais tendance un peu à vraiment prendre du recul pour éviter oui, de me retrouver dans des embrouilles, enfin pas des embrouilles, mais quelque chose qui allait m'empêcher d'être focalisée sur mes objectifs en fait. Donc Donc voilà. tu avais peur que l'engagement te déroute? Euh, oui, en fait, que ça me disperse. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un de très passionné, je suis plutôt entière dans ce dans quoi je m'engage. Et j'ai pas envie de décevoir aussi. Donc, si je m'engage à moitié dans une amitié ou quoi, je voudrais pas blesser cette personne. Et comme je me sentais pas capable voilà, comment dire, de bien m'investir dans une relation, je préférais plutôt prendre mes distances en sachant, allez, pas par orgueil, mais en sachant que tout vient, allez, tout se met bien avec le temps. Donc, il y a des personnes qui me disaient dans mon entourage, qui ne me comprenaient pas, qui disaient, enfin, Sarah, pourquoi tu es Ben toute oui, seule? on t'offre, on te propose le Oui, mariage sur un plateau d'argent et parce que finalement, il y en a beaucoup oui. qui courent derrière le mariage, hein. C'est comme si tu n'es pas une femme mariée dans la société, tu n'es rien. Donc, Mais c'est vrai que parfois on me mettait un peu la pression, mais je disais, écoutez, moi, en fait, je sais ce que je veux. Je veux pas me marier pour me marier. Je veux pas quelqu'un non plus qui veut absolument se marier. Je veux quelque chose, je sais pas, je veux construire quelque chose. Je veux voilà, je veux. Et puis tu avais une surtout, idée bien je pense arrêtée, en qu'en tant fait. que femme, oui, et puis en tant que femme, je pense aussi, en toute honnêteté, avec les rêves que je voulais réaliser, avec la passion que j'avais, c'était important aussi pour moi
de trouver la personne qui allait accepter ça, que le mariage, Bien sûr. entre guillemets, n'enterre pas mes rêves ou que ça soit pas une contradiction pour ses Mhm, passions. mhm, Et ça, c'est mhm. très important. Et j'ai eu besoin de sentir ça aussi. Ça, je Et note parce que j'ai aimé, hein, j'ai aimé cette ouais, phrase-là. Le mariage n'enterre pas les rêves. oui. Et donc, Donc pour moi, finalement, comment tu as sauté le pas? Parce que finalement, là, aujourd'hui, tu es mariée. Comment est-ce que tu as oui. sauté le pas? Comment ça s'est passé? Ben, écoute, ça s'est fait un peu naturellement. Donc, comme je disais, ben, l'homme qui m'a déclaré sa flamme m'a expliqué qu'en fait, depuis tout un temps, il cherchait un petit peu à me connaître mieux. On blaguait un petit peu ensemble quand on se voyait en compagnie d'amis et puis dans les milieux qu'on fréquentait. Et donc, au début, enfin lui, il était très sûr de lui. On se connaissait un peu comme ça, superficiellement, je Mhm, dirais, mhm. de manière, oui, on peut pas dire qu'on était vraiment amis, mais on sympathisait, on blaguait ensemble, on rigolait, mais il connaissait pas vraiment peut-être la vraie Sarah que j'étais. Hein, Mhm. parce que comme je disais, j'étais assez distante, parfois un peu trop, c'était un peu un défaut que j'avais. Mais quand il m'a dit, écoute, je sens vraiment que tu es la femme de ma vie et je veux Waouh. vraiment aller plus loin avec toi. Au début, je Mm. lui ai dit, ok, merci, c'est super gentil, ça me touche. Mais qu'est-ce que Merci. t'en sais? Oui, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'ai dit, moi, sincèrement, pour ça, je suis plus terre à terre. Il faudra voir si nos caractères se complètent. Euh, mais en fait, ce qui m'a rassurée quand on a échangé là-dessus, c'est que, allez, j'ai rencontré des garçons avant lui et je sentais que chez eux, c'était différent. Déjà, de un, je n'étais pas prête. Je sentais intérieurement que c'était pas mon temps. Alors oui, il y a une partie de moi qui se disait toujours, ouais, mais Sarah, arrête de déconner, tu vas finir vieille fille si tu continues, arrête de faire la difficile. Hein, c'est l'occasion de ta vie, hein, voilà, passe pas à côté. Mais il y a une autre partie intérieurement qui me disait toujours, ne stresse pas, ça va arriver. Et Tout à fait. c'est Et c'est important arrivé. Ça va oui, arriver et c'est arrivé. de sentir une paix, d'être en harmonie par rapport à justement ses projets, par Mhm. rapport à ce qu'on est. Et voilà. Et donc, avec lui, en fait, quand on a continué la conversation, à un moment donné, il m'a dit, écoute, moi, je suis quand même sûre que tu es la femme de ma vie, mais je suis sûre que, voilà, oui, évidemment, on va apprendre à se connaître, mais il a dit, je suis sûre d'une chose, c'est que si c'est vraiment, parce que lui est très croyant, bon, moi aussi, il disait, si c'est Dieu qui est derrière ça, je crois que nos chemins vont faire que se rapprocher. Et Mhm. si c'est pas le Mhm. cas, bah, on va voir que nos chemins vont s'écarter. Et c'est pas grave, on continuera notre vie. Et voilà, et on trouvera alors à ce moment-là ce qui nous convient. Et quand il a dit cette phrase, j'ai été rassurée parce que je me suis Mhm. dit, c'est pas quelqu'un qui court après le mariage. C'est pas quelqu'un Mhm. qui regarde Tu sa as montre. compris qu'il était sérieux, en fait, aussi. Oui, et ça m'a apaisée, je dois dire, parce que je me suis dit, je veux pas être quelqu'un qui regarde sa montre et qui dit, ouais, je suis toujours pas mariée, ça va pas. Ah ben là, il y a une belle fille, on va essayer chez elle. Et Waouh, surtout waouh, aussi, waouh. le fait qu'il m'a dit que ça faisait depuis plus d'un an qu'il cherchait à savoir comment euh, Comment entrer. t'aborder? Voilà, non pas m'aborder parce qu'il m'avait déjà abordé, il avait déjà cherché des stratégies un peu pour je voyais qu'il cherchait le contact, etc. Et moi, je limitais un peu les choses. Mais ça faisait plus d'un an que, oui, il cherchait à pouvoir se rapprocher de moi, mais il disait, je sentais aussi que je devais, il m'a dit de son côté, je devais aussi mûrir ça. Il dit, je voulais pas être trop dans la Mhm, subjectivité, mhm, j'ai mhm. voulu prendre le temps de réfléchir. Et il m'a dit, comme avec le temps, cet instinct ou ce sentiment ne me quittait pas, je me suis dit, bah, je continue, je me lance et voilà. Il a été Eh très ben, courageux. c'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire. Comment ça a commencé. En tout cas, c'est très romantique, hein.
parce qu'on voit qu'il a été patient, il a persévéré, il n'a pas lâché l'affaire, comme on dit. Alors, toi qui as grandi dans la diversité culturelle, justement, toi qui a toujours été entouré de personnes issues de différentes cultures, finalement, alors, tu t'es marié avec, avec une personne qui est de ta culture, qui est de ton origine, ou bien? Non, pas du tout, mais en même temps, c'est comme si c'est une culture qui est déjà familière. Donc, mon mari est d'origine congolaise. Bon, il est belge, et je précise qu'il était belge déjà avant qu'on se marie aussi. On a eu quand même des personnes qui se demandaient si est-ce Wow. que c'est vraiment un mariage d'amour, est-ce que c'est un mariage pour les Et papiers. qui vous demandait à vous directement, qui vous posait la question directement, ou bien tu entendais des bruits de couloir, vous entendiez des bruits de couloir? Non, on nous a jamais posé la question directement, mais tu sentais que c'était une question qui planait dans l'air, hein, Waouh. surtout quand on s'est marié à la commune. Euh, En fait, on nous a fait une réflexion après la cérémonie à la commune. On nous a dit, en tout cas, on voit que c'est vraiment un mariage d'amour. C'est ça qu'on nous a dit. Et donc là, bon, à la fois, je n'étais pas surprise parce que, bah, voilà, c'est une réalité. Mais bon, je sais pas. Voilà, dans ma famille, en tout cas, je dois dire que on était assez ouvert. On a toujours été ouvert Mhm. à plusieurs cultures. Dans la famille de mon mari, bah, on m'a tout de suite accepté aussi. Mhm. Mais malgré le fait qu'on s'accepte déjà, enfin qu'il y avait déjà cette ouverture d'esprit, il y a toujours, et ça c'est inévitable, je crois, il y a toujours la question est-ce que ça va marcher? Parce que c'est quand même deux cultures C'est toi différentes. qui te posais cette question? C'est toi qui te posais cette question ou ça venait de l'extérieur? Je pense que moi et mon mari, on ne se posait pas vraiment cette question parce que pour nous, ça allait de soi. Et puis, à côté de nos cultures, on a quand même plusieurs valeurs qui sont semblables. Donc, Mhm. euh, on se retrouve dans certaines... On a quand même des repères, lui et moi, et des choses qui vont dans la même direction. Mais c'est plutôt au niveau de nos familles. C'est plutôt eux qui se disent, est-ce que ça va aller? Est-ce Les que familles avaient des doutes. Oui, mais encore une fois, c'est des personnes qui sont plutôt très traditionnelles qui se poseraient ces questions, mais c'est pas chaque membre de la famille. Il y a des personnes ou les générations plus jeunes, je crois, qui eux sont déjà beaucoup plus ouverts d'esprit et qui, en fait, ils sont rassurés à partir du moment où ils voient qu'il y a certaines valeurs qu'on a en commun. Ils sont déjà apaisés, ils sont déjà rassurés en se disant non, je pense que ça va aller. Maintenant, oui, il y a toujours des personnes, bien que c'est notre mariage à mon mari et moi, qui Mhm. voudraient euh, faire de notre mariage comme leur mariage ou voilà, qu'on réalise leurs idéaux. Et là, on a Mhm. dû faire comprendre que non, c'est notre vie. Vous faites partie aussi de notre vie, mais c'est nous qui construisons quelque chose. On ne construit pas quelque chose euh, qui, pour aller, pour Pour plaire être, aux autres, pour complaire aux autres. oui, ni pour plaire aux autres, ni pour frustrer les autres, mais c'était important aussi pour nous, mon mari et moi, aussi de comment dire, de montrer qu'on peut, on est toujours là pour nos familles, on peut leur apporter du soutien, de l'amour comme on le doit, mais que notre mariage, c'est notre mariage. On n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour Mais ça. Sarah, Voilà. j'aimerais savoir, c'est vrai, bon, tu as dit que ta famille, elle est assez ouverte et elle était ouverte, mais malgré ça, au moment de présenter ton prétendant et puis au moment d'annoncer le mariage aussi, je sais pas, à aucun moment tu as eu une crainte ou un ressenti ou une peur de te dire comment est-ce que ils vont l'accepter parce que voilà, c'est quand même un noir, disons-le, c'est quand même un noir. Est-ce que tu n'as pas eu une crainte par rapport à ça ou, ou, ou un ressenti, bon, une crainte quoi, par rapport à comment il serait accepté dans ta famille? Euh, Pas vraiment. En fait, je dois dire que, en toute honnêteté, je m'en foutais un peu. Hein. Je me disais, c'est ma vie, c'est mon choix, et de toute façon, euh, je pense que c'était pas. En fait, dans ma tête, ça n'a jamais été vraiment un obstacle, une barrière. Je m'étais dit,
même si, admettons que ça devrait arriver, hein, qu'il y ait des personnes qui seraient étonnées ou quelque chose comme ça, je me suis dit, de toute façon, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Même si je me marie avec un blond aux yeux bleus, on va peut-être dire qu'il a un trop long nez. Ou si je me marie avec un roux, on va dire que, je ne sais pas moi, il est trop bavard, je ne sais pas, un chinois, ah oui, mais il mange d'autres choses que nous. Donc, les gens vont toujours trouver des choses à dire de toutes les façons. Donc, pour moi, voilà, moi, je me suis dit, c'est ma vie. Ben, voilà, si on m'aime vraiment, il faudra bien qu'on accepte aussi mes choix. Et je dois dire que ça s'est fait plus facilement que ce que je pensais, parce que la première fois que Joseph a rencontré mes parents, ça s'est fait de manière assez naturelle. Pour lui, c'était plus difficile, justement, parce que ça se passait de manière trop naturelle. Lui, il est plutôt d'une culture beaucoup plus formaliste, beaucoup plus... voilà, rencontrer les parents, c'est une étape hyper importante pour lui. Et le jour où il a rencontré mes parents, ça s'est fait de manière improvisée. Il n'était pas vraiment préparé. Mais mes parents, eux, justement, ils aiment le naturel. Ils voulaient rencontrer... Enfin, ils savaient, on n'était pas encore vraiment, vraiment engagés, vraiment fiancés. On était vraiment au tout début de notre démarche d'apprendre à se connaître mieux. Donc, c'est vrai que moi aussi, je me disais, je présenterai mes parents plus tard, mais par la force des choses, un jour, il m'a accompagnée chez eux. J'avais quelque chose dans la voiture. Ils l'ont vu. J'ai dit, écoute, si on te voit, ne te cache pas, sinon, ça va oui, il faut pas fuir, faut pas fuir. Oui, alors là, on avance dans le temps. Le temps file tellement, Sarah, le temps file tellement. Alors, on va avancer, mais je voudrais vraiment appuyer sur ce point-là culturel et racial, parce que qu'on le veuille ou non, c'est vrai que nous sommes en 2020, on peut dire que la société a évolué, on voit de plus en plus de couples mixtes, mais le racisme demeure. Il y a des réactions, il y a des paroles, il y a des comportements, il y a des regards qui font que malgré tout, cette mixité dans le couple, on se demande si elle est vraiment acceptée. Donc, je t'ai posé la question pour toi au moment de présenter ton prétendant à ta famille, comment ça s'est passé. Mais maintenant, je te pose la question dans le sens contraire. Lorsqu'il a fallu arriver dans la famille de ton mari, comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce que la même question, est-ce que tu avais une crainte, est-ce que tu avais une peur? Comment est-ce que tu as vécu la chose? Je dirais que ça s'est bien passé. Maintenant, comment dire, on m'a quand même bien accueillie dans la famille de mon mari. Mais maintenant, c'est plutôt après le mariage que je me suis rendu compte qu'il y avait des attentes vis-à-vis de moi dans lesquelles, que j'avais pas spécialement prévues ou auxquelles je m'attendais pas. Il y a d'autres choses que je sentais qu'on pourrait attendre de moi, mais on a essayé de faire comprendre dans la douceur, dès le départ, en fait, que moi, bien que j'épouse un homme africain, que je fais de mon mieux pour qu'il se sente à l'aise. J'ai appris à cuisiner aussi ce qu'il aime manger, donc la cuisine congolaise, etc. Mais et bien que j'aime la culture africaine, j'aime beaucoup les tissus africains, j'aime beaucoup de choses. Il y a des très belles valeurs dans la culture africaine, même l'esprit de famille, la solidarité, l'accueil, l'hospitalité. Ce sont vraiment des très belles valeurs et très fortes dans cette culture qui, nous, parfois, on a un petit peu perdu en Occident, malheureusement. Mais j'ai fait comprendre aussi aux personnes que malgré ça, je reste aussi moi. Donc, bien que des fois on m'appelle maman africaine, je le prends pour un compliment, mais dans d'autres points, je reste moi en fait. Donc se marier à un homme d'origine africaine ou d'une autre culture, en fait, n'enlève à rien sa propre culture ni son identité. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Je dirais que c'est plus une démarche, je dirais,
d'amour. Quand on aime quelqu'un, on s'adapte, on s'intéresse à ce qu'il aime et on veut qu'il soit à l'aise. Et mon mari a fait la même chose avec moi. Il sait que je suis voilà, d'une culture où la femme travaille beaucoup, l'homme travaille aussi. Donc, on a besoin de s'entraider entre nous. Et c'est quelque chose que je lui ai dit aussi dès le départ. J'ai dit, écoute, moi, je suis d'une famille où ma mère a appris à cuisiner à mon père, à mon frère. Au début de leur mariage, ma mère a dit à mon père, écoute, voilà, après que mon père ait fini ses cours du soir à côté de son travail, donc c'était une période assez dure, après qu'il ait fini ses études et qu'il a trouvé un bon travail, etc., ma mère lui a dit, écoute, j'ai besoin de te parler. Si tu veux que je continue à travailler aussi pour payer la maison qu'on a achetée, et que je ne meurs pas à 50 ans d'épuisement, j'ai besoin que tu m'aides dans les tâches de la maison pour Mhm. qu'on trouve une solution. Et donc, elle a dit, voilà, je ne veux pas faire de toi une femme à la maison, mais j'ai besoin d'aide parce que assumer tout toute seule, c'est difficile. Et donc, elle a dit, je ne t'impose rien, mais là où tu vois que tu peux m'aider, en tout cas, l'aide est la bienvenue. Et comme Mhm. bon, mon père n'était pas médecin, donc se payer une nounou ou quelqu'un qui vient nettoyer toujours à la maison, c'était pas réaliste. Et donc, ils ont trouvé des solutions entre eux. Et mon père a dit, écoute, j'aime bien cuisiner, j'aimerais apprendre à cuisiner. Et ma mère a appris à cuisiner à mon père. Et avant, il savait juste faire cuire un œuf pour survivre et limite des et ouvrir une boîte de conserve, mettre dans la casserole. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon père cuisine des repas de Noël Wow. délicieux. Mon frère aussi a appris à cuisiner et moi aussi. Et en fait, ma mère nous a éduqués avec l'idée que celui qui n'a rien à faire à la maison trouve quelque chose à faire. Donc, c'est pas une seule personne qui assume tout, Mhm. mais on s'entraide. Et je dis ça, mais ma maman, jusqu'à aujourd'hui, assume encore beaucoup de choses. Elle reste la Mhm. femme de la maison, mais en fait, ça a même fait naître quelque chose de positif parce que mon père, mon frère se sentent utiles aussi à la maison. Et mon père, par exemple, comme il gère bien les finances, c'est plutôt lui qui fait les courses. Chacun trouve sa place, en fait. Chacun se fait sa Exactement. place. Ouais, Chacun trouve sa place et pour l'harmonie de la famille. voilà. Ouais. Alors, Et on continue toujours. Hein, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie de Sarah Yoni. Nous parlons là, nous développons vraiment le sujet de la mixité dans le couple. Voilà, parce que comme je l'ai dit, nous sommes en 2020. La société apparemment a évolué, mais malheureusement, le racisme est toujours présent. Le racisme est toujours présent. Donc, j'aimerais savoir, parce que là, c'est vrai, Sarah, tu nous présentes un beau mariage où tout est beau, tout a été rose, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes dans les familles par rapport à la différence culturelle. Mais donc, est-ce que tu n'as jamais euh, vécu le racisme par rapport à la mixité de ton couple ou pas? Et si oui, est-ce que tu as des petites situations comme ça à nous décrire et comment est-ce que tu as vécu ces situations et comment tu as surmonté ça si c'est le cas? je dirais que oui, hein, pour être honnête, on a souvent, enfin, on a déjà été confronté à ça dans les deux sens. Donc, dans certains milieux occidentaux, c'est vrai que, par exemple, dans mon milieu professionnel, je remarquais des fois qu'il y avait des collègues, bah, ils savaient que j'étais mariée, etc. Mais c'est vrai que quand ils apprenaient hein, que mon mari est d'origine congolaise, c'est vrai que des fois, il y avait ah, il est d'origine congolaise. Mais en fait, euh, je pense que tout dépend du regard des gens dans la façon dont moi j'assume et suis épanouie dans mon choix. Et quelque part, c'est bizarre, mais je me dis que, en fait, je me sens un peu, je dirais pas comme en mission, mais quelque part, je suis contente d'avoir un mari congolais parce que ça me permet d'apporter aussi un regard. Je crois pas que je sois là. Allez, je ne vais pas prétendre que je suis celle qui amène comment dire, ce changement dans la tête des personnes, mais je suis contente d'y contribuer. Et je dois dire que ben, mes collègues, souvent, après avoir appris ça de ma vie, avaient envie d'en savoir plus. Et moi, j'étais toujours super fière de dire ben, toutes les qualités que mon mari a et de leur apporter ce regard-là, en fait.
Mais du côté de mon mari, c'est pareil aussi. Hein, quand il a annoncé à ses amis, à sa famille, qu'il avait rencontré quelqu'un qui voulait se fiancer, ah, c'est bien, quand il a dit elle est belge, il y a aussi eu des interrogations. Ah, elle est belge, mais est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle va pas te mener par le bout du nez? Enfin, il y a aussi beaucoup de préjugés sur la femme occidentale, comme Oui, oui, oui. une femme qui domine l'homme, une femme qui manque de respect, une femme qui ci, qui ça. Il y a aussi beaucoup de préjugés, c'est vraiment dans les deux sens. Et alors aussi le fait que nous, on s'est accordé, moi et mon mari, qu'on s'entraide entre nous, c'est un peu un win-win entre nous. Moi, j'apprends à cuisiner congolais, je m'adapte à beaucoup de choses, mais lui aussi, il me soutient dans certaines choses. C'était un peu vu comme si, oui, comme si je mène mon mari par le bout du nez ou comme si je suis rebelle. Le fait qu'il m'aide, par exemple, dans certaines tâches ou qu'il s'occupe des enfants ou qu'il soit un papa attaché à ses enfants, à ses filles, à avoir de l'attention, ça aussi, des fois, je crois qu'à la fois, ça surprenait. Et voilà, mais encore une fois, on vit pas pour les autres, on vit pour nous, on est heureux dans notre choix. Et je crois qu'avec le temps, les gens finissent par voir que ils sont épanouis, donc tant mieux, tu vois. Donc c'est ça le plus important en fait. Voilà. Donc parlons des enfants. Parlons des enfants parce que là aussi c'est pas facile dans le sens je m'explique le métissage bon aujourd'hui on le voit il fait partie de notre vie il fait partie du paysage mais bon moi j'ai souvent entendu des histoires des enfants métis qui ont vraiment été victimes du racisme victimes du rejet notamment à l'école et beaucoup aussi de métis qui, en grandissant, ont témoigné du fait qu'ils n'arrivaient pas vraiment à trouver leur place. Alors, étant métis, on n'est ni blanc, on n'est ni noir, et c'est une fausse. Bon, d'après, je rapporte par rapport aux témoignages que j'ai entendus, que j'ai vus, et donc on peut dire le cul entre deux chaises, et souvent ils ont du mal à trouver leur identité ou se positionner. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de troubles ou de frustrations par rapport à ça. Je ne généralise pas, mais j'aimerais qu'on puisse développer sur ce point. Est-ce que ce sont là aussi des craintes que tu avais par rapport à tes enfants ou que tu as par rapport à tes enfants? Comment est-ce qu'elles vont évoluer dans cette société-là? Et où est-ce que tu l'as déjà entendu ou vécu pour tes enfants, ces comportements-là aussi qui marginalisent ou qui pointent du doigt? Je dirais que dans l'ensemble, ça se passe bien. Encore une fois, je pense que notre génération a quand même plus de facilité peut-être que des générations antérieures. Bon, nous, en fait, on a toujours vécu dans la région de Bruxelles, Bruxelles capitale, en Belgique. Donc déjà, c'est une grande ville qui est beaucoup plus mixte que dans certains autres villages, peut-être, de Belgique, où là, c'est vrai qu'il y a des mentalités encore beaucoup plus marquées qui restent. Ça, c'est une réalité. Maintenant, moi, en fait, j'ai moi-même vécu un petit peu ce rejet d'identité en tant que Belge, pourtant européenne, blonde, aux yeux clairs. À l'école, quand j'étais en enseignement néerlandophone, étant petite, étant fille de 2 parents francophones, j'ai eu du rejet. J'ai moi-même vécu du rejet de la part de certains professeurs qui étaient très flamingants, de la part de certains élèves pour qui je n'étais jamais une vraie flamande. J'étais jamais assez flamande ou ci et ça. Et pourtant, je parlais néerlandais depuis la crèche, donc on n'entendait même pas dans mon langage que j'étais francophone parce que j'ai appris tout de suite à parler néerlandais. Mais juste l'idée que mes parents étaient francophones, voilà, c'est comme si j'étais pas une néerlandophone légitime. Et pourtant, mon grand-père maternel était néerlandophone. Voilà. Donc, c'est une complète contradiction. Mais, mais j'ai parfois vraiment souffert de ça, certaines années. Mais j'ai appris à surmonter ça. Et donc, bizarrement, c'est comme si je me sentais déjà préparée à ça et capable aussi de comprendre des personnes qui vivent ça.
mais que c'est pas aussi une fatalité. Et donc, mes enfants, je les ouvre à tout. J'essaye de leur inculquer, de pouvoir s'adapter à plusieurs milieux. Euh, mais je dois dire que ça va. Dans l'ensemble, ça va. Mes enfants ne se rendent pas trop compte qu'elles sont différentes, sauf quand des personnes font des remarques. Alors, à leur école, il y a quand même pas mal de mixité. Mais je veille. C'est vrai que je veux pas être en mode, allez, comme un chien qui aboie dès qu'il y a quelque chose. J'essaye aussi. Mon mari me dit aussi, essaye quand un prof dit quelque chose sur les enfants, de pas tout de suite réagir, de pas tout de suite assimiler ça à du racisme. Il dit, prends le temps de dialoguer avec la prof et voilà, de coopérer avec elle. Mais là où je sens qu'il y a des choses qui persistent, là, c'est vrai que je creuse, etc. Alors, du côté de la famille de mon mari, il y a certaines personnes aussi parfois qui appellent mes enfants Mundele, Mundele. Mundele qui veut dire blanche. Voilà. Qui veut dire blanche, en fait, en lingala. Oui, alors... Et on les appelle, il y a certaines personnes qui les appellent comme ça. Oui. Alors, ça passe pour de la blague, mais quand je vois que les enfants, ça les perturbe, il y a un moment où j'essaye de faire comprendre en douceur, écoutez, éviter trop les différences parce qu'elles ne veulent pas être différentes. Et moi, je ne veux pas aussi que mes fils soient différenciés. Parce que derrière Mundele, il y a aussi toute une connotation. Exactement. On pense que les Mundele se croient supérieurs, c'est faux. Ou que juste parce qu'on est à l'aise, qu'on a de l'enthousiasme, on est orgueilleux. Alors qu'au contraire, on cherche parfois à établir ce contact, cette convivialité. Et parfois, il y a des personnes qui se sentent menacées par ça. C'est un peu dommage. Et là, des fois, je dis, voilà, mes fils sont comme les autres. Et je veille aussi. Tu refuses les étiquettes, en fait. Hein. Tout à fait. Et je veille aussi quand leurs cousins, cousines viennent aussi chez nous à la maison, vraiment à donner le même amour aux enfants. Encore une fois, j'ai pas envie de prouver quelque chose. Chez moi, c'est naturel. En fait, chez moi, dans ma tête, ça n'existe pas. Et ma fille, un jour, m'a demandé, maman, pourquoi toi, tu es comme ça et papa, il est comme ça? Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, papa, il est couleur choco et toi, tu es couleur comme ça. Et moi, je suis quoi? Et quand elle m'a posé cette question, je lui ai dit, écoute, toi, tu es couleur amour. Je dis, papa, il est comme ça, moi, je suis comme ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Vous ne leur avez pas dit, vous êtes métis. Non, jusqu'à présent, elles ne connaissent pas ce mot-là parce qu'elles finiront par le savoir, évidemment, mais je veux d'abord lui inculquer dans sa tête que elle est comme ça parce qu'elle est aimée et elle est le fruit de cet amour-là. Et donc voilà, elle va finir par l'apprendre, elle commence à le comprendre petit à petit, mais comment dire, je veux d'abord construire en elle cette assurance que c'est normal en fait, hein, que c'est pas un problème en soi en fait. Voilà, c'est quelque chose de normal, tout comme c'est normal pour d'autres personnes qui se mélangent aussi, d'autres mariages mixtes, etc. Voilà, je vois pas pourquoi ça serait un problème. Donc voilà. En tout cas, c'est pour moi personnellement, et je pense et j'espère pour ceux qui nous suivent, c'est un message fort, hein, c'est un message fort d'amour, c'est un message fort de tolérance, d'acceptation, et ça nous donne des orientations aussi sur l'éducation à apporter aux enfants. Bon, là, on arrive vraiment à la fin de l'émission, Sarah. On arrive à la fin de ce le live. Par rapport à ce sujet que nous venons de traiter, qui est tellement large, qui est tellement profond, parce que ça donne lieu à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de blessures aussi, mais beaucoup aussi de positivité, de bon côté. D'ailleurs, je pense que toi, ton mari, ta petite famille, vous êtes vraiment cet exemple et ce modèle de positivité dans la mixité et le métissage. Alors, j'aimerais que tu puisses clôturer cette émission. Avant de clôturer, un message à ces couples mixtes qui ne vivent pas la chose aussi positivement que vous, parce que c'est pas si facile pour tout le monde. Alors,
qu'est-ce que tu pourrais leur dire, quel message leur adresser pour les encourager? C'est pour le mix-là confronté au quotidien, au regard des autres, aux réflexions. Quel message tu pourrais leur donner aujourd'hui à travers l'émission? Alors, ben, je dirais que, désolée, hein, je donnais une Non, il n'y petite a pas de introduction à souci. mes enfants. Je dirais que le plus important pour ces couples-là, c'est vraiment, vraiment de construire votre intimité. C'est très important. Ayez une petite bulle où vous êtes entre vous. Parce que, en fait, cette attirance que vous avez l'un pour l'autre est naturelle. C'est quelque chose qui est en vous. Et encore une fois, si vous vous aimez déjà, si vous vous attirez, ben, c'est que vous êtes appelé à ça. Mais ce qui complique cette relation, c'est vraiment les interférences des gens, en fait. C'est eux qui viennent apporter des idées parfois contradictoires. Alors, je veux pas amener la paranoïa. Il y a aussi des belles idées. Il n'y a pas que des idées négatives. Je veux dire, dans nos deux cultures, à mon mari et moi, il y a aussi des personnes bienveillantes et il y aura toujours des personnes bienveillantes et je vous souhaite de plus voir ces personnes bienveillantes que les autres personnes qui ne sont pas toujours malveillantes. Il y en a, malheureusement, ça existe et c'est vrai. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir ce bonheur-là, mais il n'y a pas que ça et il ne faut pas se focaliser sur le négatif. Il y a aussi des personnes qui vont vous apporter des clés très précieuses pour apprendre à comprendre la culture de l'un de l'autre. Moi, en tout cas, dans ma belle famille, il y a des personnes vraiment super, même ma propre belle-mère, elle me donne des tas de clés sur voilà, mon mari, il aime ci, il aime ça, il est comme ci, il est comme ça. Franchement, c'est vraiment, c'est précieux hein, quand on me dit, parce que les hommes ne s'expriment pas toujours beaucoup. Parfois, on découvre un homme, il n'a pas cette facilité qu'une femme a pour faire comprendre, moi je suis comme ça, j'aime ci, j'aime ça. Oui, il y a des choses qui sont évidentes, mais il y en a d'autres qu'on découvre avec le temps. Alors, vraiment pour ces personnes, je vous conseille de bien construire votre intimité de couple et oui, de n'accepter que des conseils constructifs, mais trop de curiosité ou trop d'interférence des gens, il vaut mieux éviter. Et trouver des personnes de référence, peut-être plutôt neutres, pas dans les familles, pas dans les amis, mais des personnes neutres qui n'ont aucun intérêt d'avoir des partis pris plus pour l'un que pour l'autre. Et oui, et de vous nourrir de modèles peut-être qui vous ressemblent ou de personnes qui partagent des valeurs que vous avez. Voilà, je pense que c'est très important pour pouvoir oui, construire sa vie de manière harmonieuse et épanouie. Et voilà, et que votre couple, votre mariage soit votre histoire et pas l'histoire de personnes qui voudraient réaliser des ambitions personnelles. Ça, c'est très important au travers de vous. Parce qu'il y a des cultures, ils veulent, c'est pas leur mariage, mais ils veulent imposer leur perception, quoi. Ils voudraient venir chez vous et dire, mais il faut mettre des rideaux verts, il faut que la femme ci, la femme ça. Ou parfois l'homme aussi, hein, l'homme de ci, l'homme ça. Donc c'est important que les gens, il faut parfois que le couple ait son intimité. Oui, et il faut que les personnes sentent ça, voilà. Mais il y a des très belles choses à vivre aussi, donc je veux rassurer. Bah, écoute, Sarah, merci beaucoup, merci pour ces conseils précieux, hein, ces conseils très précieux. Voilà, c'est du vécu, donc ça a de la valeur. Ce qu'on vit, le témoignage d'une personne a beaucoup plus de valeur parce qu'elle ne parle pas par théorie, mais par vécu, par expérience. Donc, merci Sarah d'avoir partagé ton expérience avec nous ce matin. Alors, comme tu sais, Divine, c'est toute une organisation qui œuvre en faveur de la femme dans tous les domaines pour la valorisation et l'épanouissement de la femme. Donc, comme je te l'ai dit, je te redonne encore la parole afin de pouvoir clôturer ce Divine le live avec un mot pour une femme qui nous regarde. Fidèle à notre slogan EVE, encourager, valoriser, édifier la femme. Je dirais
pour arriver à cet épanouissement hein, de femme, encouragez-vous aussi vous-même d'abord, valorisez-vous vous-même, c'est très important. Et quelle que soit l'étape de votre vie, hein, parce que quand on est maman, etc., on a parfois des responsabilités, il y a parfois des saisons où on fonctionne plus au ralenti, on ne sait pas atteindre nos objectifs ou nos rêves ou nos projets au même rythme quand on est célibataire, mais c'est important de toujours cultiver une passion et de profiter des grâces de chaque saison. Moi, j'ai connu des périodes où j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Après, j'ai travaillé à mi-temps. Je suis une femme très passionnée, j'ai beaucoup de projets, mais dans chaque saison, il y a une richesse. Et moi, je vous conseille, pour être heureuse, de savoir apprécier chaque bonheur lié à chaque saison. Et voilà, et de toujours prendre soin de vous et d'accueillir le positif, de toujours se dire quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous, vous le savez. Et nourrissez-vous de bonnes amitiés, faites des choses que vous aimez. Voilà, entretenez toujours la positivité, les bonnes choses, c'est très important. Voilà, si vous êtes maman, votre identité ne devient pas que maman, vous êtes une femme. Voilà, vraiment prenez soin de vous. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Ça, tout à fait, ça a tout son sens. Donc, Ça a voilà. tout son sens. Oui. Merci Voilà. beaucoup, merci Sarah. C'est sur ces mots de positivité, sur ces mots très sages et encourageants que nous arrivons à la fin donc de votre programme de ce matin. Donc n'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent ou ceux qui sont pas encore levés, l'émission elle est disponible sur Divine la page, sur Facebook et très 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 bientôt sur notre chaîne YouTube Divine l'association. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi, Sarah, pour tout ce que tu as partagé avec nous ce matin. Et on se dit à très vite. On se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Bye. Bisous. Bisous.